Bonjour à toutes et à tous, émission spéciale sur Radio Campus aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour le grand échange avec Professeur Bordet, dans un échange autour du biopouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bonjour monsieur le professeur. Bonjour, merci de m'avoir invité. Pour vous accueillir, Amandine, étudiante en deuxième année de pharmacie. Bonjour. Ainsi qu'Hippolyte, en deuxième année de médecine. Bonjour. Et moi-même également en médecine. En préambule, le débat est réalisé par l'Actuality, groupe d'émissions de débat étudiants, avec le journal de la faculté de médecine de Lille, Médecins sans tabou. Professeur Bordet, vous êtes docteur en médecine, neurologue, pharmacologue clinicien. Vous êtes également professeur et coordinateur académique du consortium Pharmacog qui vise à proposer de nouveaux biomarqueurs pour le développement des médicaments de la maladie d'Alzheimer. Et vous avez à votre actif plus de 230 articles publiés. J'ai exercé ensuite les fonctions de directeur de l'initiative d'excellence Lille Nord-Europe, qui est le label d'excellence du site lillois. En ces temps de crise sanitaire, où le rôle du professionnel de santé se confond avec celui du politique, qui tente de rassurer la population, d'abord pensez-vous que la connaissance médicale soit devenue nécessaire aux politiques d'aujourd'hui ? Incontestablement, depuis quelques mois et depuis presque une année, finalement, les connaissances médicales, le savoir médical a fait irruption dans le débat politique. On le voit au quotidien. Pour autant, je pense qu'il ne faut probablement pas mélanger les genres. C'est-à-dire que les professionnels de santé, ceux qui ont le savoir médical, doivent éclairer le politique. On ne peut pas se substituer au politique, sinon ce serait un déni de démocratie. Les hommes politiques, les dirigeants, le président de la République tire sa légitimité de l'onction du suffrage universel. Mais il est clair qu'au quotidien, on le voit bien, l'actualité s'est focalisée finalement sur des informations médicales. Aujourd'hui, on entend parler de virus, on entend parler de PCR, on entend parler de vaccins, d'ARN messager. Qui connaissait tout ça il y a encore un an, hormis les professionnels de santé ? Et encore peut-être même pas tous. Et donc, j'avais hier ma mère au téléphone qui me parlait de sa PCR. Bon, je n'imaginais pas qu'elle m'en parle il y a un an. Donc, effectivement, la connaissance médicale est partout omniprésente aujourd'hui. Les gens ont soif de connaissances, veulent savoir. Et les politiques, les hommes politiques sont obligés de fonder leurs décisions en partie sur ces connaissances médicales et sur l'éclairage que les professionnels de santé peuvent leur apporter. Et le politique justement, est-il un véritable allié dans cette recherche d'information que de donner cette information à la population ? Bien sûr que les politiques ont finalement une mission pédagogique de passeur de connaissances compliquées, parfois, vis-à-vis de la population. Mais de la même manière que les professionnels de santé ne doivent pas se substituer aux politiques, ça n'est peut-être pas non plus le rôle des politiques d'être des enseignants de médecine ou de pharmacie. Chacun a son rôle à jouer. Bien sûr qu'ils doivent faire comprendre les fondements scientifiques, médicaux, pharmaceutiques de leurs décisions, ou même parfois être en contrepoint des décisions, enfin en tout cas des informations, des avis des experts scientifiques ou médicaux. Ça n'est pas toujours une alliance. Ça peut être aussi, sans être dans le rapport de force, ça peut être aussi une discussion contradictoire, parce que la décision politique ne peut pas se résumer non plus à une décision purement scientifique. Il y a bien sûr, et on le voit depuis quelques jours en France, bien d'autres éléments qui sous-tendent une décision politique. Il y a des éléments sociaux, il y a des éléments économiques. Et donc, l'homme politique, dans son rôle, qui est difficile, indépendamment de toute coloration politique, doit intégrer, lui, l'ensemble de ces données pour prendre une décision. Et donc, parfois, il y a
une alliance objective, mais parfois il y a discordance entre un avis scientifique et médical et un avis politique. Et c'est là où, bien évidemment, la démocratie, le rôle du Parlement, le rôle de contrôle, a priori ou a posteriori, intervient également. Nous allons donc maintenant parler du biopouvoir avec Foucault, un philosophe français du XXe siècle qui va appeler le biopouvoir les techniques spécifiques du pouvoir s'exerçant sur les corps individuels et les populations, qui sont hétérogènes aux mécanismes juridico-politiques du pouvoir souverain. Les théories de Foucault vont ensuite être reprises par Agamben, philosophe italien contemporain, qui va du coup reprendre l'hypothèse foulcadienne dans le discours sur la vie, qui est toujours aussi un discours sur la mort. Et c'est dans ce rapport entre la vie et la mort qu'apparaît la figure du pouvoir, celui du regard du médecin qui détecte les syndromes sur le corps du malade. Du coup, je peux vous poser comme question, dans la situation actuelle et l'incertitude qu'elle a provoquée, le médecin perd-il ce pouvoir, le biopouvoir ? Je ne sais pas si le médecin perd le biopouvoir parce que faut se placer dans la réflexion de Michel Foucault qui étudie en fait un changement qu'il date du XVIIIe, XIXe siècle dans la notion de souveraineté. Et Agamben et Foucault n'ont pas tout à fait le même regard sur le biopouvoir. On peut partir de Foucault. Foucault part de ce qu'exerce la souveraineté politique. Et il constate qu'à partir du XVIIIe, XIXe siècle, eh bien, la vie entre en jeu dans le pouvoir souverain. Et jusqu'à présent, finalement, le pouvoir souverain avait surtout comme pouvoir de faire mourir. Et à partir d'un moment où commence à émerger la biologie, la connaissance du vivant, eh bien, le pouvoir souverain s'empare de la biologie pour finalement faire vivre. Donc ça crée une différence. Alors néanmoins, Foucault pousse un petit peu son raisonnement pour néanmoins considérer que ce pouvoir exerce une contrainte sur les individus. Je crois que c'est dans Surveiller et punir qu'il y a un chapitre sur la docilité des corps. Et le biopouvoir s'exerce par l'hygiène, on y est déjà, par l'alimentation. Et puis, bien sûr, arrive, moi qui suis pharmacologue, même si Foucault n'en parle pas vraiment, il y a toutes les techniques médicales aujourd'hui qui font qu'on peut, pour préserver la vie, contraindre les corps, ou en tout cas travailler sur les corps. Alors, Foucault en fait plutôt quelque chose de négatif, puisque il considère que c'est une espèce de domination sur les corps, mais dans des conceptions plus récentes, on peut considérer que c'est aussi une préservation. C'est-à-dire qu'on peut contraindre, mais on peut aussi, à travers le biopouvoir, préserver la vie. Et on le voit bien aujourd'hui. Je pense que c'est à ça que vous faites allusion. C'est-à-dire que on est dans ce studio, on a des masques, on est des espèces d'hommes ou de femmes augmentés, avec nos masques qui nous préservent. Certains vivent ça comme une domination. Et là, on est vraiment dans le biopouvoir, c'est-à-dire foucaldien, c'est-à-dire qu'on considère qu'on nous oblige, on nous contraint. Et vous savez bien, dans la population, il y a des mouvements anti-masques. Ouais. Voilà, parce qu'ils s'appuient sur le fait que l'État, le pouvoir souverain, contraint nos corps à porter un masque au quotidien. Et c'est là où la tension, sans prendre parti, d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, observer cette tension, un État qui, pour préserver une population, impose le port du masque, versus ceux qui considèrent que c'est une atteinte à leur liberté individuelle. C'est là où c'est intéressant d'entendre les deux parties.
ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce d'opposition frontale entre les deux, alors même qu'on peut appréhender le fait que, en même temps, sans paraphraser certains, mais en même temps, on est préservé et on est contraint. Et dans une espèce de vision un petit peu dialectique, eh bien, c'est finalement le care, hein, le soin, qui qui permet à la fois de préserver, même si c'est sous couvert d'une contrainte. Alors, est-ce que, ce faisant, le corps médical perd le biopouvoir? Mais en fait, le médecin, les pharmaciens ou les techniques ne sont que des instruments du biopouvoir. Ça n'a jamais été les médecins qui exercent véritablement le biopouvoir. On peut, bien sûr, en tant que professionnel de santé, considérer qu'on exerce un pouvoir sur un individu, puisqu'on fait une décision, mais là, il faut voir ça de manière beaucoup plus macroscopique. Et c'est bien l'État qui emploie des médecins, qui fait des règlements, qui réglemente les médicaments, etc., qui exerce ce biopouvoir. Bon. Alors on pourrait revenir sur pourquoi, à un moment, au XIXe siècle, se crée ce biopouvoir. Certains peuvent avoir soit on a une vision un petit peu positiviste à la Auguste Comte, et on considère que c'est parce qu'il y a des progrès de connaissance des bactéries, des virus, etc., qu'à ce moment-là, des techniques comme le vaccin, comme par exemple, se développent, et que finalement se crée cet instrument supplémentaire pour l'État. D'autres y verront finalement une alliance objective entre la science et le capitalisme pour finalement préserver et augmenter la force de travail. Pour en revenir sur une notion qui m'intéresse avec les psychotropes, qui est la notion d'homme augmenté ou de femme augmentée. Merci beaucoup pour ce point de vue. Vous avez alors Agamben, pour être clair, parce que vous l'avez cité, oui. Lui a une autre vision. Il part vraiment... pour lui, en fait, la vie, ce qu'il appelle la vie nue, c'est-à-dire la vie vouée à la mort, est finalement le fondement de la souveraineté étatique. Et au bout du bout, aujourd'hui, ça se révèle. Ce qui était jusqu'à présent un petit peu caché se révèle par le contexte finalement médical, biologique, etc., qui finalement permet de voir qu'au fond, le pouvoir souverain est fondé par cette vie nue. Ça marche. Merci beaucoup. Justement, j'allais justement parler d'Agamben en ce moment. Vous avez résumé en quelques mots mieux que moi ce que je voulais dire. C'était Agamben. Enfin là, c'était Agamben fait donc un rapprochement avec la souveraineté et du coup la vie nue. Et du coup, ça induit une autre question. C'est pensez-vous que la souveraineté, du coup, le pouvoir étatique, est influencé, est influencé par le biopouvoir et influencé aussi par le médecin pendant cette crise. Mais comme vous l'avez dit juste avant, c'est plus l'État qui détient les rênes de ce biopouvoir et qui l'instrument le médecin reste uniquement un instrument de ce biopouvoir. Oui, je pense que le pouvoir est influencé, mais garde son libre arbitre vis-à-vis de la science. On voit bien, aujourd'hui, il y a très clairement une bonne partie des experts médicaux qui prônent un confinement généralisé, beaucoup plus dur. Et le président Macron a pris la décision vendredi de ne pas aller vers ce confinement dur, en tout cas dans un premier temps, et d'attendre de voir un certain nombre de chiffres. Ça éclaire bien, et on l'a vu tout au long de cette pandémie, qu'il y a un écart qui est normal entre
un conseil scientifique qui émet des avis, et Jean-François Delfraissy a bien rappelé il y a quelques jours, je lisais ça dans Le Monde, qu'il n'est là que pour donner un avis, et en aucune manière, il l'a répété plusieurs fois tout au long de ces mois, il l'a égrené, n'est pas là pour prendre les décisions à la place du politique. Parce que la décision politique, elle est composite, et on voit bien, il y a, et c'est normal, des tensions, des rapports de force au sein d'un gouvernement. Bon, comme il en existe partout sur les lieux de pouvoir. Quand on discute à l'université, c'est la même chose. Il y a des rapports de tension, des rapports de pouvoir, des conflits de point de vue, effectivement. Et de ces conflits de point de vue naît une décision. Et dans un monde idéal, si je peux revenir dessus, dans un monde idéal où est-ce que les docteurs seraient tous ministres, ou est-ce que ce serait vraiment idéal? Alors là, on arriverait à quelque chose qui serait bizarre, c'est-à-dire que ça ne serait pas le biopouvoir, c'est-à-dire finalement l'État souverain qui utilise un certain nombre de techniques pour soit préserver, soit contraindre, mais on aurait le pouvoir médical. C'est-à-dire que le pouvoir politique serait confondu avec un pouvoir médical. Et ça, je pense que ça serait totalement malsain. Alors, on pourrait se dire que ça existe dans une dystopie qui est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, Oui. Finalement, où on contrôle les naissances, on contrôle tous les aspects biologiques de la vie. On donne un médicament qu'on appelle le soma, qui permet de rendre les gens heureux, etc. Ça s'apparenterait, je le mets au conditionnel, à une dictature sanitaire. Alors certains parlent aujourd'hui de dictature sanitaire, ils ne savent pas ce que ce serait une vraie dictature sanitaire s'il n'y avait que des médecins au pouvoir. Pour reprendre ce que vous disiez, même dans la suite du livre, quand il se retrouve avec des indigènes à l'époque, comme la société qu'on conçoit actuellement, il se rend compte de la différence et de l'influence de l'État totalement sur l'évolution des naissances et sur le point de vue un peu conformé de toute personne pensante. Et dès que la personne en sort un peu, comme un des protagonistes, il est rejeté par la société totalement parce qu'il n'a pas la vision de santé qui est plus formelle et rationnelle, plus que avec une conscience et une volonté plus une volonté de bonheur, mais plus une volonté de soins, de santé pure et dure. Oui, ta remarque, finalement, entre la santé et le bonheur, la nouvelle année, on souhaite la bonne année, et puis on dit surtout la santé. C'est vrai que la santé est importante, mais est-ce que la santé à outrance conduit au bonheur? Ça, c'est une vraie question. Je n'ai pas de réponse. Mais on pourrait se faire une disserte de philo en 4 heures. Alors on arrive sur une question éthique. Exactement. Du coup, on va passer à la question suivante avec André Comte-Sponville dans le journal du dimanche qui dit « Je déplore le panmédicalisme, cette idéologie qui attribue tout le pouvoir à la médecine. L'an dernier, nous étions dans une situation de panmédicalisme. Est-ce que nous sommes toujours dans cette même situation ou en sommes-nous sortis ?» Alors, c'est vrai que au démarrage de la crise, on a bien vu d'un seul coup que tout s'arrêtait au profit de la santé. D'ailleurs, c'est une des premières interventions d'Emmanuel Macron. Et on a bien vu à un moment que le rapport de force des médecins versus le politique s'inversait un petit peu. Hein, on l'a bien perçu. Ça n'a quand même pas duré, finalement. Parce que à un moment, et c'est très bien, hein, finalement, il y a eu de la contradiction, de la résistance face à
une espèce de pouvoir médical omniscient, omnipotent. Et c'est à juste titre que ce pouvoir médical, finalement, on lui met un certain nombre de garde-fous. Parce qu'à un moment, on peut être tenté, et sincèrement, pour l'avoir vécu, je pense, à l'université, quand le 13 mars, à la première cellule de crise, etc., on a bien senti que notre voix comptait plus que tout. Alors, il fallait prendre un certain nombre de décisions, etc., et on éclairait ainsi les décisions, voire même on y incitait fortement. Mais à un moment, je veux dire, si on pousse trop loin, et s'il n'y a pas finalement à un moment des contradictions, finalement on dit tous les étudiants chez eux, plus de cours, c'est pas grave, il n'y a plus de cours, mais le principal c'est que le virus ne circule pas. Finalement, plus de transport en commun, et finalement plus de commerce, la ration, comme on disait à l'armée, moi j'ai fait mon service, la ration, etc. Bon, il y a des pays finalement qui s'en sont sortis, ou en apparence qui s'en sont sortis avec des mesures assez drastiques comme celle-là. Mais est-ce qu'à ce moment-là, on est encore véritablement totalement en démocratie? Est-ce que c'est une vie que les étudiants soient chez eux, qu'on dise c'est pas grave, et très vite est apparue la notion de continuité pédagogique, les capacités d'ouvrir les commerces sous certaines conditions, etc. Et c'est vrai que face à cette catastrophe qui est arrivée, on a des réflexes en tant que professionnel de santé, qui est de dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais face à un malade, il faut le faire. Quand on se met de manière macroscopique au niveau de la société, c'est peut-être s'arroger un pouvoir excessif. Et donc on arrive toujours à cette tension qui doit exister entre le pouvoir politique et le pouvoir médical. Bon, ça ne veut pas dire qu'un médecin ne puisse pas être ministre de la Santé. Mais Olivier Véran, qui est neurologue également, a fait quand même pas mal de politique avant d'arriver, d'être nommé ministre. Et donc, il a aussi à la fois des réflexes de professionnels de santé, mais aussi en même temps des réflexes d'hommes politiques. Et donc, il fait une alliance des deux. Et même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la politique reste composite, et vu qu'il fait partie que d'un seul des ministères, enfin il est un ministre que d'un seul des ministères, on a quand même le point de vue des autres ministères pour le rendre pour avoir une décision moins scientifique et plus humaine, en quelque sorte. Mais de toute façon, ça amène globalement la question du débat, en fait. Voilà, c'est un peu l'objet de votre émission. C'est-à-dire que dans toutes les décisions qu'on prend, il y a besoin de débat. Il y a besoin de points de vue différents. Et c'est la confrontation des points de vue dans une espèce de débat qui doit être respectueux. Aujourd'hui, on tombe parfois un petit peu trop dans l'invective, dans l'oukase, ou dans les vérités assénées, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Parce que, même d'un point de vue médical, on a découvert ce virus, on s'est parfois trompé dans ce qu'on pouvait dire. Vérité du lundi n'était pas forcément vérité du vendredi. Mais c'est du débat que naît finalement les meilleures décisions possibles. En tout cas, celles que une majorité de gens peuvent s'approprier. Et vous avez senti qu'il y avait débat justement au moment de cette crise? Ah oui. Et comment vous avez perçu l'annonce du confinement au sein de la faculté? Est-ce que vous avez eu des réunions? Est-ce que vous avez pu en parler tous ensemble, entre professeurs? Alors, pas tellement au niveau de la faculté.
j'étais vice-président au moment en mars dernier, donc on a vécu ça au moment de la crise, du démarrage, le 13 mars, et il y a eu beaucoup de discussions entre doyens, entre directeurs de composantes, doyens de faculté, entre les différents vice-présidents, le président de l'université, bien évidemment. Mais il y avait aussi un effet un petit peu de sidération. Bon. Et il a fallu un peu de temps, et c'est normal, aussi pour prendre conscience de la gravité. Parce qu'on avait quand même de mémoire humaine présente, jamais connue une telle catastrophe. Donc, bien évidemment que, et c'est là où peut-être que les professionnels de santé arrivent à anticiper plus vite la catastrophe. C'est-à-dire, bon, ils disent, bon, voilà, on est sur un TGV, on va dans le mur, il faut réagir. Bon, c'est sûr que quand on ne connaît pas la pathologie, etc., on peut presque avoir, pendant un moment, une période de crédulité. Et c'est là où l'explication fait que très vite, forcément, on a affaire à des universitaires donc, qui comprennent très vite les tenants, les aboutissants, ils lisent, ils se renseignent, et ils comprennent très vite qu'on est effectivement dans une situation catastrophique. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que, et c'est normal, que tout soit accepté à l'aune d'une vision médicale. Alors, le pan-médicalisme est délégué aux médecins non seulement la gestion de nos maladies, mais la gestion de nos vies, de nos sociétés, et qui peut être inquiétant. Est-ce que vous partagez cette critique ou pas du tout Je ne partage pas cette critique. Je comprends qu'elle puisse être mise à jour parce que, effectivement, aujourd'hui, les Français, ou même au-delà des Français, les gens peuvent avoir l'impression que toute la vie tourne autour des questions sanitaires. Et c'est là où arrive l'histoire du panmédicalisme et que les gens disent il y a autre chose dans la vie. Bon, il s'avère que je fais par ailleurs du théâtre amateur. Bon, alors je fais du théâtre amateur et je suis président de l'Union Hauts-de-France des compagnies de théâtre amateur. Donc, on a eu la fois dernière le conseil d'administration de la Fédération des compagnies de théâtre amateurs. Et mes homologues présidents des autres régions, bon, ce que je n'ai pas fait moi, ont continué à vouloir organiser des manifestations. La collègue d'Auvergne, elle avait prévu sa journée du comédien où elle pensait réunir toutes les troupes le 6 février. Et je lui ai dit, tu sais bien que ça ne va pas être possible. Parce que là, moi, j'ai pris mon réflexe de médecin en disant, tu sais, je pense que le 6 février, on ne pourra pas se réunir compte tenu de la distanciation sociale, etc. Et elle m'a dit, mais oui, peut-être. Tu as un regard de professionnel de santé, mais moi, je veux y croire. Je veux croire que je vais pouvoir organiser ma journée du comédien. Je ne me mets pas dans une vision médicale des choses. Je me mets comme président d'une union de compagnies de théâtre amateur et j'ai envie de pouvoir envoyer un signal aux troupes qu'on va pouvoir se réunir. Quitte à l'annuler la veille au soir, elle m'a dit. Bon. Et ça m'a un petit peu... je vais dire, pas perturbé, mais je me suis dit, mais finalement, je n'ai pas trop pris la parole, parce que, mais je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'en prenant toujours un point de vue, en disant, vous savez, ça ne va pas aller, ça ne va pas le faire, regardez la circulation du virus, regardez, etc., je me suis dit, mais à un moment, finalement, ça devient presque castrateur pour
pour les gens, parce qu'ils se disent, bah oui, mais alors, en fait, on ne peut rien faire que se soumettre à une espèce de diktat médical. Donc, je pense qu'il faut laisser finalement les gens un petit peu vivre également, même s'ils vivent sous contrainte, mais en tout cas, ne pas donner l'impression qu'on leur impose tout. Moi, en tant que comment je le perçois, peut-être qu'il prend plus de temps pour justement éviter des situations aggravantes ou démoraliser encore plus les gens, surtout les personnes qui sont des conditions plus restreintes que d'autres. La fermeture des restaurants, des bars, c'est bien sûr dramatique parce que c'est aussi notre vie en France. On aime se retrouver au restaurant, mais même comme médecin, moi je peux vous dire que ça me manque. Hein. On est un peu tous épicuriens dans l'âme. Donc, mais il s'avère que là, un certain nombre de données épidémiologiques, qui peuvent, pour avoir une part de critique, mais on laissait avoir que finalement, il y avait une transmission au niveau des restaurants. Alors, là aussi, c'est manifestement sur plutôt des grandes tablées que quand on va au restaurant à deux et que de toute façon qu'on mange chez soi à deux ou trois ou qu'on mange au restaurant à deux ou trois, Oui, voilà. Mais à un moment, c'est là où le politique est obligé de prendre des décisions difficiles et il est éclairé et voilà. Hein, vous savez, je vous enseigne la balance bénéfice-risque. Oui, bien sûr. Et la balance bénéfice-risque, dans ces conditions-là, elle n'est pas vue de la même manière entre un médecin, un homme politique et un restaurateur. Et l'homme politique, il est obligé de vraiment de faire la balance entre les deux. Ce qu'on espère, c'est que les abus, parce que de temps en temps, il y a aussi des abus. Il y a eu des abus, c'est-à-dire que quand les gens ne veulent pas entendre du tout que pour préserver un minimum de vie sociale, etc., il faut accepter de ne pas forcément faire des tablés de 40, etc. Bon. Et que ça n'est pas respecté, c'est vrai qu'à un moment, il peut y avoir des mesures, mais c'est comme ça pour tout. Hein. La plupart des gens roulent correctement à la bonne vitesse, mais parce qu'il y a un certain nombre de gens qui font des excès de vitesse, il y a des contrôles, il y a des amendes, et finalement tout le monde paye un petit peu pour ça. Là aussi. Justement, c'était Montaigne qui disait le but de la vie n'est pas de souffrir mais de jouir. Est-ce que, au regard des restrictions sanitaires actuelles, la médecine y est complètement opposée ? C'est une question difficile. En ce moment, on ne va pas dire qu'on jouit beaucoup, enfin, si je peux dire, en tout cas, au plan social. Mais bon, en même temps, on oublie quand même les chiffres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus... je ne voudrais pas que mon propos soit pour minimiser l'importance de la pandémie. Il ne faut pas oublier que depuis le début de la crise, il y a quand même un Français sur 1000 qui est mort de ce virus. Regardez ce qui se passe au Brésil, ces photos avec ces champs de croix, etc. On a affaire à un virus qui tue. Au début, on a parlé de grippette. On est loin de la grippette. Donc, on a un passage. On a un passage qui est... alors le problème, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur la durée. Là où on pense que ça va aller mieux, il y a des variants qui arrivent, etc. Mais soyons optimistes quand même. On a un passage. Et après des moments difficiles, après tout, on l'a connu, enfin, pas nous, fort heureusement, mais nos grands-parents ou nos parents l'ont connu après les 2 grandes guerres mondiales, après 14-18, arrivent les années folles. Et donc, où c'est la jouissance et l'excès
de joie, d'activité, etc. Je pense qu'il y a de la musique qui naît. Après 39-45, on découvre le jazz en France, etc. Donc, il y a des renaissances, il y a des retours. Donc, on est dans un passage difficile, une passe difficile. Il faut préserver la vie. Et aujourd'hui, on ne manque pas de réponse. Alors, on va dire, c'est un biopouvoir, le vaccin. Mais c'est un biopouvoir qui protège, qui va préserver. Si on arrive à vacciner une bonne partie de la population, on va s'en sortir de ce virus. Et à ce moment-là, la vie va reprendre. Les restaurants vont rouvrir, la vie sociale va reprendre. Et peut-être que va naître de toute cette période l'émergence, le surgissement de choses nouvelles auxquelles on ne s'attend pas. On aura vu l'organisation différemment. On aura vu la médecine différemment. Et donc, on va probablement la réorganiser différemment. On va avoir vu le fonctionnement de l'État d'une certaine manière et va surgir certainement finalement une autre vision, peut-être du fonctionnement, peut-être un petit peu moins bureaucratique. Une sorte de relance avec de nouveaux paramètres du système français. Oui. Et finalement, même au plan artistique, il s'est passé des choses. Les gens ont utilisé, la vidéo, ils ont utilisé Zoom, ils ont utilisé un tas de trucs pour faire de l'art. Ça va être une source d'inspiration théâtrale, cinématographique, qui va être probablement extraordinaire. Et finalement, les masques, les vaccins, c'est aussi pour que les gens soient préservés et puissent vivre cette période qui va peut-être être une période formidable. Et c'est vrai que pour vous, les jeunes, aujourd'hui, c'est quand même très difficile. On se met à votre place, c'est absolument... vous avez l'impression d'avoir votre vie amputée. Et c'est normal. Finalement, pour des gens plus âgés, c'est pas tout à fait la même chose, mais pour vous qui avez une vingtaine d'années, c'est le moment justement de l'éclosion. Vous arrivez pour faire vos études, à la fois vous êtes là pour travailler, mais vous êtes là aussi un petit peu pour vous amuser, sortir du cadre familial, voir des nouvelles choses. Ça m'est arrivé quand je suis arrivé en 82 à Lille. C'est le surgissement d'une vie nouvelle et on vous l'ampute. Mais vous allez tirer de cette période probablement des choses qui, dans 2 ans, 1 an ou 2 ans, va vous amener à un regard totalement différent sur la société, sur vos études, sur votre vie, comment vous voulez vous projeter, et je suis persuadé que ça va être un élan intéressant de votre part. Juste reproduire ce que vous avez dit par rapport, c'est vrai que nous on est jeunes, c'est une période charnière, mais aussi vous disiez que, notre âge surtout, vous disiez aussi qu'il y a eu on voit qu'il y aura un changement à la fin de cette période. On peut dire qu'on l'a déjà vu pendant le premier confinement, il y a eu un élan de soutien envers les soignants, envers les gens, une sympathie qu'on avait peut-être pensé oublier dans ce monde avant. Et puis aussi niveau artistique, les films, je pense à Contagion qui a fait un succès fou pendant le confinement, comme quoi c'était un peu un monde, c'est pas vraiment, ça représente pas réellement la réalité, mais les gens ont eu un élan pour comprendre, chercher des réponses. J'ai vu la dernière fois que sur Amazon Prime, pareil, ils ont sorti un nouveau film sur un virus qui se propage et ce monde un peu fermé d'après-guerre, où tout est contrôlé et tout ça. On voit déjà que ça a déjà un impact et que les gens cherchent des réponses autrement que dans les médias et plus dans d'autres formes artistiques et plus laissé part à son imagination. Je suppose qu'il y a des gens qui cherchent aussi des réponses dans des livres. Moi, je trouve ça bien. Surtout que les informations, parfois, ça donne trop d'informations et on ne sait pas forcément où regarder. Si cette période a permis
finalement de relire. Bon, c'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, les informations, enfin les journaux sont un petit peu répétitifs et un peu lassants. Hein, il faut bien le reconnaître. Alors, on a l'information, mais on a aussi besoin de s'évader, soit à travers la télévision, soit en revoyant des films, soit à travers la lecture, et probablement que ça a donné aussi des élans nouveaux ou des regards nouveaux à des gens qui avaient oublié finalement cette activité qu'est la lecture, et s'ils sont peut-être arrivés par des livres. J'ai vu que le livre Pandemia ou Pandémie de Robin Cook avait été réédité. Voilà, bon. Mais peut-être que ça a donné l'idée d'aller lire autre chose. Alors manifestement, les gens ont aussi fait du ménage, parce que j'entendais que les ventes dans les supermarchés ont augmenté de 9%, et en particulier, les produits les plus vendus, c'est les détergents, les gants de ménage. Donc les maisons doivent être également propres. Suite au confinement, les gens ont fait du ménage. Bah, justement, pour rebondir sur cette notion d'information, on sait que la recherche médicale, elle commence par les questionnements, des hypothèses, et il semble que certains professionnels de santé exposent leurs hypothèses scientifiques au grand jour. Est-ce qu'il y a la limite entre la transparence des hypothèses scientifiques et est-ce qu'il devrait avoir une limite, entre la transparence des hypothèses scientifiques et l'information à la population? Surtout que moi, quand je regarde personnellement les infos, après, je suis en études de santé, donc j'arrive à comprendre. Mais est-ce qu'il y a peut-être trop d'informations, des mauvaises interprétations qui donnent des comportements, la fake news? Est-ce que ça peut diviser les gens, donner pas une vraie compréhension de ce qui se passe réellement? Alors, c'est vrai que cette crise sanitaire a vu s'exacerber finalement la diffusion très rapide d'informations, souvent non étayées scientifiquement, ou trop rapidement mise finalement à la connaissance à la fois du monde médical d'ailleurs et globalement de la population. Bon, on a vu l'éclosion d'un truc qui s'appelle le préprint, c'est-à-dire qu'on met sur un site des articles avant même qu'ils aient été reviewés, comme on dit. Bon, voilà. Hier, on s'est fait rejeter un article. Bon, les commentaires n'étaient pas mauvais, mais bon, on se les fait rejeter. Donc, on va le retravailler avant qu'il ne soit publié. Mais voilà, il y a une vision contradictoire vis-à-vis d'un travail scientifique. Bon, là, en l'occurrence, il n'y avait pas de critique majeure, mais je pense que c'était peut-être pas adapté au journal. Mais en revanche, là, sur la Covid-19, on a vu un tas d'informations. Bon, l'archétype, c'est bien sûr l'hydroxychloroquine. Bon, qui a conduit à ce que des gens prennent de l'hydroxychloroquine sans aucun contrôle. Nous, on a vu arriver au centre, dans les centres régionaux de pharmacovigilance, des cas de troubles du rythme ventriculaire, de troubles cardiaques, liés à la prise concomitante d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Bon, alors même que finalement, à l'arrivée, les résultats se révèlent négatifs. C'était trop tôt. Même si, moi, je trouvais que dans un premier temps, il ne fallait pas non plus taper sur la première étude comme ça a été fait, parce que voilà, c'était une première étude qui était critiquable, certes, mais qui pouvait qui donnait de l'espoir, sous réserve que ensuite l'évaluation soit faite selon les standards habituels. Bon, ça a été la critique excessive qui a probablement généré finalement une utilisation diffuse, parce que là, on a bien vu, j'ai écrit un petit article là-dessus, sur le fait que d'un seul coup, le médicament devenait un objet social. Et il n'y avait même plus de fondement scientifique. On était pour ou contre l'hydroxychloroquine.
sans qu'il y ait un fondement. Alors, tout à l'heure, on parlait de panmédicalisme. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on s'est complètement affranchi du cadre scientifique habituel de l'évaluation des médicaments. Et ça n'arrête pas. Hein. Bon, le dernier exemple en date, c'est la colchicine. Mais quand on regarde, sur le critère principal, on n'arrive pas à un degré de significativité tel qu'on l'attend pour l'enregistrement d'un médicament. Et bien sûr, dans une situation d'anxiété, dans une situation de stress, tout un chacun, même médecin, même avec des connaissances scientifiques, c'est plus facile de croire que de comprendre. Et c'est là où la communauté scientifique et médicale doit raison garder et essayer, là aussi par la controverse, parce que c'est toujours par la confrontation d'idées qu'on arrive à un niveau de certitude, ou en tout cas un degré de confiance dans les résultats, continuer à faire ce travail en dépit de l'urgence. Et c'est ça qui est forcément très, très difficile. C'est qu'on a une situation d'urgence, on en a parlé tout à l'heure. Les médecins disent oui, là, attention, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis d'un seul coup sortent des trucs. Et nous-mêmes, peut-être, on peut être tentés, ou on pourrait être tenté de dire allez, on y va. Bon. Et non, il faut garder une espèce de surmoi scientifique pour être sûr de rester en dépit de l'urgence, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, en particulier bureaucratiques, d'être sûr de garder un certain degré de critique vis-à-vis de ce que l'on fait. Justement, vous avez parlé de l'affaire chloroquine. En fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait ici un débat qui pouvait y avoir sur le droit de prescrire et jusqu'où va ce droit de prescrire. Parce qu'au final, on se souvient des queues qui étaient à l'hôpital à Marseille. On a le droit tout médecin a le droit de prescrire, y compris hors AMM. Mais la prescription hors AMM, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cadres, sous couvert d'un certain degré de confiance scientifique, on peut être amené à prescrire quelque chose hors AMM. Mais on est à ce moment-là particulièrement sous le coup éventuellement de la justice. Et donc, pour pouvoir prescrire hors AMM, il faut être en capacité de justifier suffisamment scientifiquement une prescription hors AMM. Et donc, bien évidemment, les files d'attente n'étaient pas du tout... ne correspondaient pas à ce qu'on peut faire habituellement sur si peu de résultats. Et donc, forcément, il y a un peu de règlement judiciaire aujourd'hui ou ordinal, enfin, au niveau de l'ordre, etc. Bon, ça, je ne veux pas rentrer dans ce débat. C'est pas intéressant. Mais nous, à Lille, vous savez, on a monté dès le démarrage ce qu'on a appelé la task force avec mon collègue David Lenné, pour coordonner un petit peu les actions recherche, les actions de l'université, l'INSERM, etc. ont donné aussi du matériel au niveau du CHU, au niveau des hôpitaux. On a aussi fait en sorte que on a acheté des imprimantes 3D pour pouvoir fabriquer des petits dispositifs type visière ou des petits dispositifs pour les respirateurs, etc. On a fait aussi, grâce au financement qu'on a pu allouer grâce à l'initiative d'excellence, un certain nombre de travaux de recherche. Et puis, on a prolongé ça par une chaîne YouTube dédiée à des informations sur la Covid-19. On a balayé les aspects très fondamentaux sur le virus. On a balayé les aspects
symptomatiques, et les complications, les aspects physiopathologiques et les aspects pharmacothérapeutiques. Donc c'est disponible. Et justement, on a essayé de donner l'information la plus juste, la plus scientifiquement fondée pour éclairer la population simple, pédagogique, et pour faire en sorte que justement on sorte des fake news, des invectives. C'est vrai qu'on a vu, moi je ne suis pas sur Twitter, etc., mais on arrive à consulter, puis on voit, ou sur les plateaux des chaînes d'infos en continu, etc., on est arrivé à un degré d'invective entre les gens qu'on avait rarement connu. Ça n'est pas l'habitude qu'on a dans les débats scientifiques. Concernant une dernière question sur l'affaire hydroxychloroquine, pensez-vous qu'à ce moment-là, il y a eu un certain recul des autres professionnels de santé? Et pensez-vous que c'est influencé par peut-être un reste de corporatisme médical qu'il peut encore y avoir? Est-ce que c'est justement ça, c'était une vitre pour être témoin de ce corporatisme médical? Tu peux préciser ta question? C'est les points de vue critiques des médecins aujourd'hui dans les plateaux télé qui ont suivi l'affaire hydroxychloroquine n'ont pas tout de suite critiqué ou, comme vous l'aviez dit, attendent d'avoir un peu de recul. Est-ce qu'au final, ça traduit un corporatisme médical ou alors c'est simplement pour avoir plus de recul et... Non, ça a été... l'hydroxychloroquine et sa prescription a été critiquée très tôt. Il n'y a pas du tout eu de corporatisme médical autour de Didier Raoult. Il serait là, je pense qu'il dirait tout le monde m'a tapé dessus. Donc non, il n'y a pas eu de corporatisme pour dire on n'est pas sûr, mais il a raison, etc. Non, ça a plutôt été l'inverse. Voilà, ça peut-être d'ailleurs, c'est l'excès de part et d'autre qui a conduit justement à cette effervescence majeure et qui a conduit au fait qu'on est sorti d'un débat scientifique classique pour arriver à un débat social et politique, quasiment pour ou contre, avec des hommes politiques. Là, on en revient. Tout à l'heure, on parlait de biopouvoir. C'est pas forcément du biopouvoir, mais c'est les politiques qui s'emparent. Et là, probablement que certains sont sortis de leur rôle, s'emparent d'une information scientifique pour dire prenez-en. Moi, j'en prends, etc. Il y a quand même des femmes et des hommes politiques qui ont mis en scène leur prise d'hydroxychloroquine. Et l'archétype a été l'ancien président des États-Unis qui, sur Twitter et dans une conférence de presse, dit « Moi, je crois bien à cette hydroxychloroquine. D'ailleurs, je vais en prendre. » Bon. Et là, on en arrive à un mélange des genres, de la même manière qu'il n'est pas bon que les médecins, les scientifiques veuillent faire la politique, mais il n'est pas bon non plus que les hommes politiques s'emparent de résultats non vérifiés pour faire l'apologie d'un médicament. Bon, fort heureusement, en France, les autorités sanitaires en lien avec le gouvernement ont mis les garde-fous, mais là où il n'y aurait pas de garde-fous, eh bien, on pourrait avoir des dérives qui, là, iraient à l'encontre, finalement, du bien à la population. Et une dernière question pour rebondir là-dessus. Justement, le corporatisme médical a-t-il encore un avenir ou bien c'était un coup porté au corporatisme et... Je sais pas, tu veux absolument qu'il y ait un corporatisme médical. Je pense que si corporatisme médical il y avait, je pense aujourd'hui qu'il a volé en éclats. C'est-à-dire que quand on voit les débats passionnés au sein du corps médical ou médical et scientifique, ou pharmaceutique. Alors là, pour le coup, on n'est plus dans la situation où, comme disent les gens, de toute façon, quoi qu'il arrive, les médecins se serrent les coudes. Bon, on entend souvent ça. On a même plutôt montré
beaucoup de déchirements entre nous. Bon. Il y a eu beaucoup de controverses, les gens se critiquent, c'est parfois à la limite de l'insulte. C'est des choses qu'on... Alors, ça ne veut pas dire que dans un service, les gens ne se sont jamais disputés, etc. Mais ça restait à l'échelon vraiment microscopique. Là, ça s'est mis devant la population. Et donc, si la population pensait que, quoi qu'il arrive, les médecins sont toujours d'accord entre eux, je pense que là, on a apporté la démonstration que ça n'était pas vrai. Donc, est-ce qu'il y a une leçon à tirer de cette crise ? Et on a bien vu déjà avec la PACES, mais c'est qu'un début, qu'on est en période charnière dans le monde de la santé. Il y a beaucoup de réformes qui sont en train d'être mises en place. Est-ce qu'on peut dire que cette crise, elle a un peu eu ce rôle d'accélérateur dans ces réformes ? Ou alors, si on n'avait pas, est-ce qu'il y en a des nouvelles qui vont être prises en compte ou pas du tout ? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire où ça va aller. Mais bien évidemment, tout ce que l'on vient de vivre ne va pas être neutre sur l'évolution de nos organisations, de l'organisation du système de santé. Je pense qu'on est encore trop à chaud pour totalement tirer toutes les conséquences. Je ne me lancerai pas dans un truc. Bon, en plus, je pense qu'on arrive bientôt au terme de l'émission, mais ça serait presque une autre émission, mais qu'il faudra faire peut-être en différé quand la situation s'apaisera. Ce qui serait dommage, c'est de faire comme trop souvent on fait, c'est-à-dire des réformes trop rapides, un peu en réaction, à chaud, là où il va falloir, et on va devoir, et je vous parlais des vidéos qu'on a mis en ligne. Là, on lance la saison 2. Et la saison 2, ça va être nos collègues de sciences humaines et sociales, de droit, économie, gestion, qui vont essayer de commencer à tirer un certain nombre d'enseignements de ce que nous venons de vivre. Et là, c'est un vrai bel enjeu pour avoir une approche multidisciplinaire. Et d'essayer de comprendre. J'espère qu'on pourra le faire à Lille. Bon, moi, j'ai commencé à une réflexion sur le médicament, objet scientifique, social et politique, mais ça n'est qu'un petit grain de sable dans l'immensité de tout ce qui doit être réfléchi. Mais là, pour le coup, à Lille ou ailleurs, on a une capacité à mobiliser l'ensemble des disciplines pour mener une vraie réflexion sur ce qui s'est passé et en tirer des conclusions. Je parlais tout à l'heure de l'ICIT. On a placé ça sous finalement l'idée de University for Global Transition. Et donc, on est dans une transition. Elle existait déjà avant. On a l'impression qu'elle s'accélère. Il faut bien analyser. Et là, les médecins doivent travailler, et les pharmaciens doivent travailler avec les collègues de sciences humaines et sociales, etc., pour finalement comprendre tous les tenants et les aboutissants de ces questions. Et puis, il y a tout un pan technologique et d'ingénierie qui sera aussi nécessaire. Alors, c'est un petit exemple, mais le CHU, bon, c'est un vieux projet qui, grâce au directeur général du CHU, va aboutir de construction d'une nouvelle pharmacie. Hein, vous êtes étudiante en pharmacie, donc on va être construit une nouvelle pharmacie à l'hôpital. Et on va profiter de la construction de cette nouvelle pharmacie, qui va être à l'aplomb de la faculté de pharmacie, pour soutenir un projet de réflexion. Et je suis persuadé que tout ce que Pascal Audoux, Bertrand Decodin ont vécu, respectivement notre collègue qui gère la pharmacie à usage interne, Pascal Audoux, et Bertrand Decodin, le doyen de la faculté de pharmacie, tout ce qu'ils ont vécu en direct sur l'impact de cette Covid sur l'organisation de la pharmacie va être un terreau de réflexion
pour créer finalement une nouvelle organisation à l'aune d'une construction d'un bâtiment. Donc ça sera un exemple qu'on soutient d'ailleurs avec l'ICIT pour essayer d'arriver à des nouvelles organisations. Et on a un des programmes de recherche qui concerne justement les organisations et les institutions en mutation. Et tout ça, c'est ce qui doit nous permettre d'alimenter les politiques publiques, mais certainement pas dans l'urgence, parce qu'on ferait des erreurs. Toute réforme faite trop rapidement, finalement à chaud, souvent n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Une dernière question pour clôturer l'émission. On a souvent, là, les vaccins arrivent de partout, de plusieurs entreprises. Est-ce que pensez-vous qu'il soit bien de mettre qu'un seul nom sur le vaccin plutôt que de prendre je vais prendre Pfizer ou je vais prendre Moderna? Pensez-vous que justement le fait d'homogénéiser les noms de ces vaccins soit pas plus transparent au niveau de la population? Je ne crois pas. Après tout, on a l'habitude de prendre des médicaments, même si on les met on peut prescrire par générique. Mais enfin, il ne faut pas non plus sombrer dans finalement une critique trop agressive de l'industrie pharmaceutique. Bon, je ne suis pas... les gens, ils parlent de Big Pharma aujourd'hui. Je ne suis pas un suppôt de Big Pharma, ni non plus un ennemi de Big Pharma. Bon, après tout, Pfizer ou Moderna ont investi, ont développé. Bon, on les surveille. Après tout, c'est des technologies différentes. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas l'impression qu'il y ait d'effets indésirables différents entre les vaccins ARN messager. Là, AstraZeneca, c'est une autre approche, un autre mécanisme. On a quand même intérêt à garder pour faire une traçabilité. Et si on met tout sous un même vocable, etc., bon, la traçabilité produit par produit sera beaucoup plus difficile. Or, on peut avoir besoin de retourner à la chaîne de production pour voir ce qui s'est passé. Donc, je ne pense pas que ce soit finalement très très bien. Là, il y a les lots, etc. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans une espèce d'uniformisation complète. Voilà, il y a des mécanismes différents de ces vaccins. Je ne vois pas pourquoi, d'un seul coup, à l'aune de cette crise, il faudrait totalement gommer les différences éventuellement entre les produits, voire même la concurrence, parce que au fond, la concurrence entre les laboratoires pharmaceutiques nous a amené à avoir plusieurs types de vaccins. Et on voit bien que sur le produit d'AstraZeneca, il n'y a pas de données finalement très tangibles pour les plus de 65 ans. Et donc, on crée une différence. Bon, il faut bien expliquer aux gens qu'on ne leur donne pas celui-là, on leur donne un autre. Si on globalise, je pense qu'on perdra cette différenciation de l'approche. Merci beaucoup, professeur Bordet, d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle, vous portez le projet de l'INCIT, qui est ici. Pouvez-vous nous en parler en 2 mots ? En 2 mots, ce serait... l'ICIT, c'est notre label d'excellence. Dans 1 an, on saura si on est confirmé ou pas. Il nous reste beaucoup de travail. Il y a eu beaucoup d'actions qui concernent la recherche, mais pas uniquement, qui concernent aussi l'innovation pédagogique, qui concerne l'internationalisation. On a généré tout un programme de recherche sur les sciences humaines et sociales et le droit, économie et gestion, dont je suis assez fier. Donc il y a beaucoup de réalisations. Puis il y a un volet institutionnel avec la transformation de l'université et des écoles dans ce qu'on appelle l'établissement public expérimental. Alors peut-être que
Radio Campus m'invitera dans un débat un peu contradictoire là-dessus. Pourquoi pas? Moi, je suis preneur de tout débat et de toute explication. C'est entendu. Merci beaucoup, professeur Bordet. À bientôt. Merci Amandine d'avoir répondu à la Merci question. et à bientôt. Merci à vous de votre invitation et très belle initiative. Merci professeur. Au revoir.